Boni Yayi, élu président du parti Les Démocrates, l'ancien chef d'État béninois a pris les rênes du parti dirigé par le chef de file de l'opposition au congrès de Parakou. Il remplace ainsi Éric Goundété qui devient premier vice-président. Quand les mains peuvent sauver du cancer à titre préventif, l'amicale des femmes de l'ORTB prend la couleur rose d'octobre au programme sensibilisation et palpation pour dépister à temps le cancer du sein. La Côte d'Ivoire a un nouveau Premier ministre, Robert Begré Mambé. Il remplace Patrick Achi. Au Burkina Faso, le régime de transition décide d'ériger un mausolée pour honorer la mémoire de l'ancien président Thomas Sankara, élevé au rang de héros de la nation. À nouveau, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec ce rendez-vous de l'actualité. Les partis, les démocrates, a un nouveau président, Thomas Boni Yayi. L'ancien président a troqué son titre de président d'honneur au congrès ordinaire du parti d'opposition ce week-end à Parakou. Il remplace ainsi Éric Goundété qui devient premier vice-président du parti. Écoutons ici les premières impressions du nouveau président du parti Les Démocrates au micro de Roland Tchanka et Dolviga Messon. Nous avons de nouveau réalisé l'union sacrée et mis en place une équipe solide de combat destinée à conduire à une victoire éclatante. Notre parti et le peuple béninois dans les confrontations des élections générales de 2026. Nous avons désormais vaincu l'esprit de timidité et reçu celui de vigueur et de courage pour prendre en main la mission historique qui incombe aujourd'hui aux démocrates, parti du peuple. Les populations du Bénin comptent sur nous pour leur assurer de nouveau le paix et la liberté. Aussi, mieux que par le passé, devions-nous nous atteler à rallier toutes les forces politiques de l'opposition, les unir, les fortifier pour mener ensemble le combat de restauration de la démocratie. De Parakou, descendons dans la capitale politique du Bénin. Porto Novo a été investi dans la 19e circonscription électorale par le bloc républicain. Le BR en tournée de remobilisation des bases à travers ses fiefs de Lomé Plateau. À la tête de la délégation, le ministre Seydou Adambi parti réchauffer les sections et sous-sections du BR des communes de Porto Novo, d'Adjara et des Agégués. Calvador Arwanou, Nathalie Doris Olabi. Rendre compte aux populations à la base des conclusions issues du congrès extraordinaire du parti Bloc républicain tenu le 9 septembre dernier. C'est l'objectif de la tournée de remobilisation des bases du BR entamée à travers tout le pays. À l'étape de Porto Novo, qui a réuni les délégués des sections et sous-sections des communes de Porto Novo, Adjara et Agégué, le chef de la délégation, sans langue de bois, a fait le diagnostic des difficultés qui ont conduit le parti à opérer des réformes pour redorer son blason. Cette rencontre a également permis à la délégation de recueillir les préoccupations des militants et d'échanger avec eux sur les nouvelles orientations du parti pour mieux affronter les prochaines joutes électorales. Le message des populations est clair, c'est l'union à la base et qu'on cesse autant que faire se peut de nous déchirer, de nous entre-déchirer entre nous au sommet, et c'est ça que nous allons éviter. Pour les élections prochaines, désigner des candidats capables de nous apporter la victoire partout. Et également des autres questions qui ne sont pas politiques, liées donc à la vie de nos militants à la base. Nous avons pris bonne note et compte rendu cela fait donc au parti. Cette tournée marque ainsi un nouveau départ pour le parti du cheval cabré en vue de son repositionnement sur l'échiquier politique national.
Du 11 au 14 octobre dernier, Cotonou a accueilli un important rendez-vous international d'élus municipaux, le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones. À l'heure du débrief, Paris est réussi aux yeux des centaines de maires mobilisés autour d'un agenda bien rempli. C'est devenu un must. Le Bénin s'impose de plus en plus dans l'organisation réussie de grandes rencontres internationales. Le 43e congrès de l'AIMF en est la récente illustration. Le sujet est signé Lénaïk Agbazaou. Près de 400 maires et représentants des capitales et métropoles venus de 54 pays de l'espace francophone. Toute une logistique déployée pour l'accueil et la gestion de tout ce beau monde. Tout a été réglé comme du papier à musique. Aucune rubrique de l'organisation n'a été négligée. Travaux en prélude à l'événement, accueil à l'aéroport, hébergement et restauration des délégations participantes. Et cerise sur le gâteau, la grand-messe des édiles. Sans oublier le volet touristique du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones à Cotonou. Je pense que le fait d'accueillir 400 personnes, ça montre toute l'expérience et la diplomatie du territoire. Ce n'est pas par hasard que d'accueillir toutes ces personnes. Bien sûr, de l'écoute, de l'expérience, mais surtout un homme qui a une vision. Une vision à laquelle a cru le gouvernement du Bénin révélé, désormais champion dans l'organisation des manifestations internationales. Je voudrais faire remarquer déjà qu'en 2016, le chef de l'État affirmait que le Bénin jusque-là n'est pas encore prêt pour abriter les grandes rencontres internationales. Alors, plus de 6 ans, 7 ans après, on se rend compte qu'il avait raison. Le championnat, par exemple, de Maracana à Grand Popo, la Coupe du monde de pétanque, c'est dit que le moment est temps d'arriver pour le Bénin d'abriter les grandes rencontres internationales. J'en ai proposé cette rencontre-là de l'Association des maires francophones, un motif de fierté, de satisfaction, un gros coup pour la diplomatie béninoise. Aussi à la manœuvre le maire Setondji Lucas Tropo de la mairie de Cotonou. Pour le Bénin, je crois que c'est une opportunité, une grande opportunité d'abriter les assises de l'AIMF parce que ça offre une grande visibilité pour le pays. Cotonou, carrefour des maires francophones, cocon de la diplomatie des villes. À l'arrivée, c'est un pari gagné pour le Bénin. Je trouve cette ville magnifique, ce boulevard magnifique avec ses fleurs, cet entretien. J'ai vu les hommes et les femmes qui l'entretenaient un peu comme à Kigali. On la doit à votre président déjà. Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il a fait beaucoup pour transformer Cotonou. Mais je crois qu'il y a un état d'esprit. Et cet état d'esprit se retrouve dans ces œuvres d'art qui longent le mur du port, ce qui n'est pas courant. Autrefois, de Cotonou n'avait pas du tout cette allure. Et ce qui illustrait les murs, c'était plutôt les camions qui attendaient. Donc là, on est vraiment en présence d'une ville ouverte aux touristes, qui a envie des touristes et qui a envie de la culture. C'est extrêmement rare et il faut le dire. Cotonou est une ville culturelle, le Bénin est un pays culturel. Cotonou a réussi l'exploit sous la coupole d'un exécutif réformateur qui a de l'ambition et un sens très élevé de la qualité et du beau. Au cœur de cette grande diplomatie des villes à Cotonou, le délégué spécial de la commune de Libreville a eu une rencontre spéciale avec le maire de Cotonou. On écoute ici le général de brigade Jude Ibrahim Rapanchombo, hôte de Luc Setondji Atropo. Déjà, j'ai reçu une invitation du maire à participer à cette assemblée de l'Association internationale des maires francophones. Mais vous imaginez bien que l'assemblée terminée, il aurait été incomplet de ma part de partir de Cotonou sans rendre visite à mon homologue sur place. Donc c'est l'objet de ma visite ce matin, de rendre une visite de courtoisie et puis échanger avec lui. Et par ailleurs, le féliciter en même temps de l'organisation qui a été faite, et parfaite d'ailleurs, par rapport à l'Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones.
Et dans la foulée, l'Association nationale des communes du Bénin a reçu aussi la visite des élus locaux en campagne contre le paludisme, une association à but non lucratif reconnue par la préfecture de Paris. Plusieurs maires ont pris part à cette rencontre qui vise la réduction des cas de paludisme sur le continent. On fait le point avec Christelle Tongodo et Wenceslas Aroimon. L'une des actions menées par l'Association des élus locaux contre le paludisme est d'outiller les maires français sur la question du palu. L'association pose ses valises au Bénin pour diverses raisons. Faire en sorte que chaque élu local, dans sa communauté, chaque maire puisse dédier un adjoint, un conseiller municipal ou autre aux questions de santé publique. Parce que lorsqu'on touche la question de santé publique, finalement, on touche l'environnement et on touche les politiques publiques en termes d'aménagement. Aujourd'hui, au Bénin, c'est la promotion de la santé communautaire où les élus que nous sommes appelés à nous impliquer davantage. Ce qui a conduit déjà par endroit à la désignation des relais communautaires qui serviront d'intermédiaires entre les acteurs de la santé et la population pour travailler à la prévention de ces maladies. Le nombre de décès dus au paludisme a chuté de 8% ces dernières années au Bénin, de même que le nombre de cas. Alors que l'État central intensifie ses actions, les élus locaux du Bénin de leur côté s'engagent. Au nom de tous les maires du Bénin et au nom du président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, que nous représentons ce matin, nous prenons la ferme décision et l'engagement de lutter contre ce mal. Zéro palu, je m'engage. Le message est clair, s'unir pour aller contre cette maladie qui concerne tout le monde. L'amicale des femmes de l'ORTB en mode octobre rose. Au menu de la campagne de prévention du cancer de sein, séance de dépistage par palpation, mais aussi dépistage du VIH-Sida. Objectif, santé par la prévention. Dans les rangs et en mode reporter, Gloria Oni et Ernest Tétégou. Prévenir, sensibiliser et accompagner, tel est l'objectif de cette séance de dépistage du cancer du sein. Le dépistage permet de détecter tôt une éventuelle anomalie ou un cancer avant l'apparition des symptômes. Il faudrait que la femme elle-même fasse le dépistage chaque mois après les menstrues à la maison et fasse une consultation par an pour le dépistage. La visualisation devant un miroir en faisant attention à la symétrie des seins. Si la symétrie est prononcée, ce n'est pas bon. Si elle constate un aspect de peau d'orange au niveau des seins ou si elle constate un écoulement spontané ou à la pression du sein, ce sont des signes d'appel pour lesquels elle doit aller en consultation. Un personnel féminin actif produit de la performance et des résultats. Cette séance rassemble donc tout le personnel féminin de l'Office. Ça permet de renouveler le contrat de sensibilisation, d'abord en interne, et d'attirer l'attention de l'opinion, notamment sur ce mal qui nous mine. Parmi les cancers gynécologiques, le cancer du sein est le premier cancer pour lequel les femmes consultent le plus. Il représente donc 16% des femmes alitées. Mot d'ordre, prévention donc. Lundi 16 octobre, 43e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Journée où les pays et surtout la FAO font de la sensibilisation et des plaidoyers en faveur d'une alimentation saine et équilibrée, surtout pour des milliers, des millions d'êtres humains peu mal nourris ou simplement minés par la famine. Justement, à l'occasion, nous nous intéressons à l'état des lieux. Éclairage avec Général Afouda Mossi Agboka. Pour connaître l'origine de la Journée mondiale de l'alimentation, il faut remonter en 1979, plus précisément au mois de novembre, mois au cours duquel s'est tenue la 20e conférence générale de l'Organisation mondiale de l'alimentation FAO.
C'est lors de ces assises qu'est née la Journée mondiale de l'alimentation sur initiative des pays membres de l'organisation. Depuis lors, cette journée est célébrée chaque 16 octobre dans plus de 150 pays. La célébration de la Journée mondiale de l'alimentation vise à renforcer la sensibilisation pour l'action collective en faveur des personnes victimes de la faim dans le monde de façon à garantir une alimentation suffisante, saine pour tous. Un objectif encore loin de se concrétiser. World Food Day 2023. La Journée mondiale de l'alimentation coïncide en 2023 avec une crise alimentaire mondiale qui voit le monde regresser dans ses efforts pour éliminer la faim et la malnutrition. Quelques 780 millions de personnes de par le monde ne mangent pas à leur faim et près de 50 millions d'enfants souffrant d'émaciation sévère risquent de mourir. En 2015, après des années de progrès, les gouvernements se sont donnés pour objectif d'éliminer la faim d'ici 2030. 8 ans plus tard, le nombre de personnes souffrant de la faim a considérablement augmenté. That has increased significantly. Avec pour slogan « L'eau, c'est la vie, l'eau nourrit, ne laissez personne de côté », les festivités de cette année vont mettre l'accent sur l'importance de l'eau. La Journée mondiale de l'alimentation en est à sa 43e édition. Après ces plaidoyers, un impératif. Il faut un changement total de paradigme dans la gouvernance africaine pour espérer un développement par l'agriculture. Ils sont unanimes, les experts, au colloque de l'UEMOA à Ouagadougou sur la politique agricole et appellent à une réorganisation volontariste des budgets agricoles. Innovation institutionnelle plaide de son côté l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires. Ibrahim Hassan Mayaki est au micro de Marcel Ahossi, notre envoyé spécial. Aujourd'hui, globalement, au niveau du continent, nous importons entre 60 et 70 milliards de dollars par an de produits alimentaires. Alors, quand on réfléchit un peu, ces 60 à 70 milliards de dollars, ils viennent de nos poches à nous tous. Alors, combien investissons-nous dans ce secteur? Moins de 30 milliards. Donc, nous importons pour 70 milliards et nous investissons pour moins de 30. C'est une bêtise inouïe. Il faut appeler les choses par leur nom. Et qui est responsable de ça? La responsabilité, elle n'est pas au niveau d'un partenaire quelque part. C'est la responsabilité des élites. Ce n'est pas les documents de stratégie. Pour réellement connaître où est la stratégie d'un pays, il faut aller dans son budget. Qu'est-ce qu'il alloue à l'éducation, à la santé, à l'agriculture? Donc quand vous avez un secteur qui produit 40% du PIB et que le budget de l'État n'alloue que 3 à 4% à ce secteur, là vous avez une contradiction qui met à bas tous les objectifs que vous clamez théoriquement sur la nécessité du développement agricole. Et comme disait Amartya Sen, il y a un lien direct dans les systèmes politiques et la famine. Les bons systèmes politiques, bons entre guillemets, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, ne créent pas de famine. Les mauvais systèmes politiques, entre guillemets, créent la famine. Il y a une chose qui est capitale, c'est l'accélération. On n'a pas le temps d'attendre. Tout système politique qui pense qu'il a le temps d'attendre se trompe. Des leçons qui frappent dans le coin du bon sens. Enabel célèbre la Journée internationale des droits des filles aux côtés des jeunes filles de Pomassé. L'agence belge a organisé une journée de discussion et de partage d'expériences sur les clés de l'entrepreneuriat. Génial Afouda Monsi Aboka et Bruno Hotepo ont bien suivi la séance. JIFI, Journée internationale des filles, est proclamée par les Nations Unies en décembre 2011. Elle est célébrée chaque 11 octobre pour promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits. Un exercice auquel s'adonne Enabel ici à Pomassé.
Au-delà de cette journée qui est symbolique, c'est qu'Enabel est au cœur de cette action à travers son programme de coopération, c'est de mettre ces jeunes filles, ces jeunes au centre de notre action. Parce qu'on sait que c'est l'avenir, il y a une force, on l'a vu avec tout ce déroulement aujourd'hui, c'est une force qui nous encourage à continuer. On a aussi vu des résultats concrètement depuis plusieurs années, ce qu'on a pu faire en termes de formation et autres. Donc voilà, c'est rappeler que notre engagement est fort. On doit aussi porter une attention particulière aux filles qui souvent font encore face à des discriminations, des inégalités dans leur parcours au niveau de l'enfance, au niveau de la jeunesse, au niveau du début de la vie professionnelle active, tant au niveau de l'éducation que de la formation, mais parfois aussi au niveau des familles. On sait encore toutes les problématiques qu'il existe, voilà, que ce soit les violences basées sur le genre, que ce soit d'autres discriminations. Elles font face à beaucoup d'obstacles et je pense que c'est important de les accompagner. Échange ou encore partage d'expériences de femmes dans divers domaines, notamment l'entrepreneuriat, les jeunes filles de cette commune ont droit à une journée d'information et de motivation. Et on a pu partager notre petite expérience à ces jeunes filles pour les montrer comment c'est possible d'entreprendre en tant que fille, en tant que femme et comment c'est possible de pouvoir faire carrière dans le domaine du numérique. On a commencé avec les petites sœurs, avec les grandes sœurs pour partager les opportunités aujourd'hui pour les femmes, notamment dans tous les secteurs de métier, dans le numérique principalement pour ce qui me concerne. La JIFI en est à sa 11e édition. De cette initiation à l'entrepreneuriat, passons aux classes spéciales sur le cinéma. Il s'agit de la 2e édition de la formation sur les métiers du cinéma. Eh bien, ce rendez-vous a démarré ce lundi à Cotonou, initiative de l'association franco-béninoise Waniayo, qui veut contribuer à professionnaliser l'industrie cinématographique au Bénin. Des professionnels venus de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso et du Bénin déploient leur art au service de la jeune génération. Gilles Dansou, Igor Ayoso. L'association Waniayo travaille pour des œuvres cinématographiques de qualité. À preuve, plusieurs stagiaires suivent une formation triptyque sur les métiers du cinéma. L'objectif est d'améliorer leur performance avec des standards internationaux. Il y a plein de raisons pour lesquelles je suis fier d'être avec vous. Pas uniquement parce que c'est le Bénin, parce que c'est une formation, parce qu'on va pouvoir échanger. Il y a un pont nécessaire aujourd'hui à faire entre un savoir-faire d'ailleurs et ici. Et c'est pour ça que je dis, quand on me présente comme quelqu'un qui va venir donner des masterclass, je pense qu'on n'apprend pas sans apprendre. Pour cette 2e édition, l'association Waniayo s'intéresse à 3 domaines spécifiques, à savoir script du plateau, actorat et direction artistique. Ce lancement est fait par l'association Waniayo, qui est une association franco-béninoise, et qui, depuis quelques années, a décidé d'accompagner la structuration de l'industrie cinématographique béninoise en formant les jeunes. J'ai participé à plusieurs festivals où, avec beaucoup de peine, je cherchais des projets, des produits, des réalisations venant du Bénin, mon pays. Force était de constater qu'on n'était pas forcément au rendez-vous. Des fois, on n'était pas du tout au rendez-vous, ou quelquefois, quand on y était, de façon très aléatoire, et on ne faisait pas le poids. Alors cela m'a beaucoup peiné, et c'est suite à ça que l'idée de m'impliquer un peu plus dans le paysage audiovisuel cinématographique béninois est née. Cette 2e édition est prévue pour prendre fin le 28 octobre prochain. Question pratique à notre rendez-vous économique. Comment optimiser et fructifier son salaire quand on sait qu'il ne suffit pas toujours à faire face à toutes les dépenses cruciales? Le dossier économique de ce lundi aborde la gestion du salaire et propose quelques pistes pour fructifier ses revenus. C'est un sujet signé Ariane Da Silva. Le salaire, c'est une rémunération que le travailleur perçoit pour avoir participé au travail dans le cadre d'un contrat qui le lie avec son employeur. Et le salaire est encadré par la loi. Quand on arrive à établir la relation de travail entre un employeur et un employé et que la rémunération n'est pas à la fin de cette relation de travail, l'employé a le droit de saisir les juridictions compétentes
pour réclamer le versement de ce salaire-là. L'employeur ne peut pas infliger des amendes à l'employé. Avant d'être perçu par le travailleur, le salaire est calculé et ce calcul prend en compte plusieurs paramètres. Le salaire de base est déterminé en prenant en compte les compétences ou le diplôme. Le salaire de base s'obtient en prenant par exemple le taux horaire fois le nombre d'heures de travail. Maintenant, à côté, vous avez les indemnités et puis des primes. Par exemple, quand vous prenez les fonctionnaires, le salaire c'est déterminé en faisant par exemple ce qu'on appelle l'indice multiplié par le point indiciaire. Salim travaille dans le domaine des BTP. Il ne perçoit pas un salaire mensuel. Il a plutôt des revenus qu'il gère selon ses priorités. Je paie les scolarités des enfants, je gère la famille. Ça me permet aussi d'épargner quelque chose. Si vous êtes en location, vous devez impérativement payer le loyer. En dehors de ça, ce que nous appelons souvent la ration alimentaire, il faut prévoir quelque chose pour la santé des enfants. Donc il faut prévoir aussi quelque chose dans le déplacement et mettre quelque chose à côté. Ils sont unanimes. La rémunération, qu'elle soit mensuelle, hebdomadaire ou même journalière, sert en premier à mettre sa famille à l'abri du besoin et à épargner. L'épargne qui, selon des spécialistes, doit être investie pour assurer des revenus plus confortables. Par exemple, vous avez construit une maison de 8 pièces. Et si une pièce rapporte 50 000, ça fait banalement 400 000 le mois. Vous avez pris un prêt pour construire cette maison. Si vous devez travailler pour rembourser ce prêt, c'est un mauvais investissement. Les 400 000, si vous devez faire un bon usage, vous irez louer une maison vous-même qui vous coûte mensuellement 200 000. Et il va rester 200 000 de l'autre côté. Peut-être que votre banquier vous demande un remboursement de 2,5 millions. Les 200 000 fois 12, ça veut dire 2 400 000. Ça veut dire que ce que la maison rapporte vous permet de payer vos loyers et de rembourser la banque. Au terme du remboursement, la maison vous revient et les loyers que vous allez prendre vont vous permettre encore de prendre un nouveau prêt. Une façon de faire que les spécialistes appellent éducation financière. L'objectif est de renforcer les comportements favorables à l'épargne, à la prudence en matière de dépenses et à un choix raisonné en matière d'emprunt. Sport à présent. Le Bénin a exprimé ce lundi son soutien à la candidature de l'Arabie Saoudite en tant que pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA en 2034. L'annonce a été faite par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus. Il était en compagnie du ministre d'État saoudien aux Affaires étrangères, Abdel Al-Jubeir. Ils sont au micro de Daniel Lada et Ulvaeus Balogun. Je suis touché de voir le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite se déplacer vers nous, vers le Bénin, pour demander de les soutenir pour la candidature de la Coupe du Monde 2034. Le Bénin, que je représente au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, peut aujourd'hui dire que la Fédération béninoise de football va soutenir la candidature de l'Arabie Saoudite. C'est pour moi un grand plaisir d'être au Bénin et j'apprécie le soutien apporté à l'Arabie Saoudite qui souhaite abriter la Coupe du Monde 2034. Il y a une grande et très forte relation entre la Fédération de football d'Arabie Saoudite et celle du Bénin. Nous œuvrons pour la maintenir dans tous les sens du terme et nous espérons que l'équipe de votre grande nation fera partie des nombreux pays en compétition dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Deux destinations au menu de la page internationale de ce journal. La Côte d'Ivoire qui a un nouveau Premier ministre, Robert Begré-Mambé. Il remplace Patrick Achi en poste depuis mars 2021. Puis au Burkina Faso, où le régime de transition décide d'ériger un mausolée pour honorer la mémoire de l'ancien président Thomas Sankara, élevé au rang de héros de la nation. Le régime de transition au Burkina Faso a rendu hommage hier dimanche à Ouagadougou à l'ancien président révolutionnaire Thomas Sankara, assassiné lors d'un coup d'État le 15 octobre 1987.
Au cours d'une sobre cérémonie marquant le 36e anniversaire de sa mort, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a déposé une gerbe de fleurs au pied du mémorial après avoir présenté le décret adopté début octobre élevant Thomas Sankara au rang de héros de la nation. Le capitaine Traoré a ensuite procédé à la pose d'une première pierre marquant le début de la construction d'un mausolée sur le même site. Par ailleurs, l'ancien boulevard Charles de Gaulle, justant le siège du mémorial, a été rebaptisé du nom de Thomas Sankara en guise de reconnaissance. Alassane Ouattara a procédé ce lundi 16 octobre 2023. En Côte d'Ivoire, 11 jours après le remaniement du gouvernement, la présidence a communiqué le nom du nouveau Premier ministre ce 16 octobre. Il s'agit de Robert Begré Mambé, gouverneur du district d'Abidjan. Actuel numéro 3 du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti au pouvoir, il a tout récemment été élu maire de Songon lors des élections locales du 2 septembre. Le président Alassane Ouattara a demandé au nouveau Premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais, a annoncé le secrétaire général de la présidence. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre inusuelle fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.